Ardavan Amir Aslani, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes avocat, vous êtes iranien, vous publiez La guerre des dieux géopolitique de la spiritualité. Vous étiez déjà venu dans le 12-15 nous parler de l'Iran, redevenu la Perse. Donc on parle beaucoup de l'Iran, du nucléaire iranien avec cette réunion, 2 jours en fait de réunion à huis clos de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le nucléaire iranien. Est-ce qu'il y a un vrai danger ou pas? Comment vous vous situez? Est-ce que vous pensez que là on est dans une guerre diplomatique, de pression, ou alors il y a un vrai danger iranien sur le nucléaire? Si par danger iranien vous entendez que l'Iran va utiliser ses missiles balistiques pour projeter une arme nucléaire explosive sur Israël, je ne pense pas que ce danger-là soit réaliste. Si par danger en revanche vous entendez un risque de prolifération dans une région déjà particulièrement secouée par ce soi-disant printemps arabe, le risque est là. Oui, alors qu'est-ce que vous attendez prolifération à ce moment-là? Si vous voulez, aujourd'hui, il y a incontestablement un conflit entre l'Iran perse et le monde arabe sunnite. Les Iraniens sont chiites, les Arabes sont sunnites. L'Arabie saoudite a introduit une demande il y a 2 jours devant l'Assemblée générale de l'ONU visant à obtenir une sanction contre l'Iran du fait de cet attentat à Washington contre son ambassadeur. Les Iraniens aujourd'hui soutiennent l'Irak, soutiennent le Hezbollah au Liban. Ce sont tous des entités qui revulsent, si vous voulez, l'Arabie saoudite. Donc globalement, incontestablement, ce conflit pour le pouvoir et la domination dans la région est une réalité. Et si l'Iran demain est pourvu de l'arme nucléaire, réellement l'Arabie saoudite ne manquera pas de tendre vers cette arme également. En tout cas, vouloir d'y tendre. Il en ira de même pour l'Égypte. Qu'est-ce que le nucléaire? Il y a du nucléaire civil actuellement en Iran, le nucléaire militaire. De quoi sommes-nous sûrs si on en croit d'abord le rapport de l'AIEA? Alors, le rapport de l'AIEA, si vous voulez, je vais paraphraser ce qu'a dit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères actuel de la Russie. Il n'y a pas de fait nouveau, si vous voulez. Les conclusions sont différentes. Et ces conclusions-là viennent à un moment où on veut de nouveau mettre l'Iran au centre des débats internationaux sur la question nucléaire. Puisque l'Iran, si vous voulez, adhère à l'AIEA, les installations nucléaires iraniennes sont contrôlées par les spécialistes de l'AIEA. On sait que les Iraniens poursuivent des recherches dans le domaine nucléaire civil depuis 20 ans. Ce qui inquiète la communauté internationale, c'est cette considération que les Iraniens poursuivent parallèlement la militarisation de l'engin nucléaire. C'est ça ce qui fait peur. Et effectivement, le rapport qui a été rendu la semaine dernière tend à faire croire que les Iraniens aujourd'hui sont en train de développer l'engin nucléaire dans sa dimension militaire. Ardavan Amir Aslani, à faire croire, ça la veut dire communauté est divisée. Oui, la communauté est divisée. Il n'y a pas de preuve irréfutable. Les Chinois n'y adhèrent pas. Les Russes n'y adhèrent pas. Les Américains ont adopté, à mon sens, de manière particulièrement étonnante, un profil particulièrement bas. La France s'agite beaucoup. Donc on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Les perspectives les plus sérieuses en la matière disent que l'Iran ne sera pas à même d'avoir une arme nucléaire, quand même ce pays le poursuivrait, avant 2 à 5 ans. Donc il n'y a pas d'urgence à l'instant T. L'urgence est au niveau de la pression diplomatique internationale qui est transposée aujourd'hui et également au niveau de cette guerre, de ce retiens-moi sinon je fais un malheur entre Israël et l'Iran qui occupe les médias aujourd'hui. Notamment avec une menace qui occupe les médias, pas seulement, j'ai envie de dire qui occupe un peu tout le monde quand même. Parce que non, bien sûr, mais je veux dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, la menace d'une frappe israélienne est prise au sérieux par la plupart des observateurs. Pourquoi cette question-là devient une question ardue aujourd'hui? Parce que pour frapper nucléairement l'Iran, militairement les installations nucléaires de l'Iran, il faut que l'aviation israélienne puisse arriver sur place. Donc il faut que cette aviation soit à même de survoler un certain nombre de pays. L'Irak, qui est le seul pays aujourd'hui arabe dont l'espace aérien est contrôlé au départ de Tampa en Floride par les Américains, va retrouver la souveraineté au niveau du contrôle de son espace aérien fin décembre 2011, quand les Américains vont se retirer de l'Irak. Ceci signifie que si les Israéliens veulent réellement faire une frappe efficace, si on peut parler ainsi, contre les installations nucléaires iraniennes, ça doit se faire impérativement entre maintenant et le 31 décembre. Oui, d'accord. Donc pour vous, il y a un vrai... Pour la première fois, je pense qu'il y a une possibilité. Et dans ces cas-là, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait empêcher cette frappe? Je pense que ça se passera au niveau de l'ONU. Vous pensez que c'est le... Je crois que les Américains, effectivement, qui vont s'opposer à la chose. Si Benjamin Netanyahu interroge les Américains, demande leur autorisation, si vous voulez, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, il va s'entendre dire non, mais il peut y aller quand même. La seule puissance qui aujourd'hui est à même de bloquer cette initiative israélienne, c'est les États-Unis. C'est même pas sûr que cette puissance-là soit sollicitée.
Oui. Ce qui est dangereux, si vous voulez, dans cette affaire nucléaire, c'est pas tellement est-ce qu'ils vont y arriver pour frapper. Oui, Israël a l'aviation la plus avancée de tout le Moyen-Orient. La question va être quelles vont être les conséquences, si vous voulez, de cette frappe au niveau de la région. Ça va projeter le Moyen-Orient dans une guerre absolue. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, si vous voulez, ne manquera pas de réagir au départ du Liban Sud sur Israël. L'Irak, aujourd'hui, il y a encore des Américains. Qui est armé par les Iraniens. Qui est armé par les Iraniens et les Syriens. C'est un mouvement qui a été créé, si vous voulez, par les Iraniens dans les années 80, va réagir. Les Irakiens aujourd'hui sont les alliés de l'Iran. Derrière, il a suffi de voir l'abstention du vote irakien lors du Conseil de la Ligue arabe sur la question de sanctions, la suspension de la Syrie, pareil pour le Liban, pour voir que l'Iran dispose des alliés dans la région. Sans parler du Yémen, de la révolte Houthi qui est une révolte chiite. Vous avez bien vu les manifestations au Koweït hier, où des milliers de personnes ont manifesté, principalement issus de la communauté chiite. L'Iran a des moyens de rétorsion. C'est une réalité. Et ce pays va en user. D'ailleurs, ce pays l'a déjà dit, si je suis attaqué, je ne manquerai pas de réagir. En même temps, la capacité de l'Iran, elle dépend de quoi? Parce qu'on sait bien que le régime politique, que vous connaissez bien, hein, on va le rappeler, Ardavan Amir Aslani, c'est que le régime politique est quand même assez divisé. Donc là-dessus, à votre avis, il y a un consensus, il y aurait un consensus au niveau de la tête de l'État? Je dirais que le régime n'est pas divisé, le pouvoir est divisé. Oui, il vous y a avez raison, oui, différentes tendances. Ouais. Mais s'il y a une question, si vous voulez, qui fédère la totalité des groupes politiques et des tendances politiques en Iran, c'est la question du nucléaire. Toute la capacité du régime à mettre en œuvre cette cause du nucléaire comme étant une cause nationale, la crédibiliseuse de la population. Donc tous les Iraniens, du commerçant de base jusqu'au chef de l'État, sont tous d'accord sur la question nucléaire. Donc si aujourd'hui la volonté internationale est de fédérer les pouvoirs derrière le régime, garantir encore une pérennité à ce régime pendant encore une génération, il faudra frapper les installations. Ça va fédérer les Iraniens qui sont particulièrement nationalistes autour d'une cause nationale et ça va entraîner la pérennité du pouvoir. Quelles sont les installations, je veux dire, les plus en pointe? La difficulté est là. Oui, on parle de centaines de sites industriels. Ouais. Vous avez le site de Natanz, qui est un des centres, si vous voulez, où il y a le plus de centrifugeuses. Vous avez le centre de Fardo, qui vient d'être découvert dernièrement, où il y a les centrifugeuses avancées. Il y en a 50. Il y a le centre d'Ispahan, il y a un centre de recherche à Téhéran. C'est pour ça que la frappe militaire en tant que telle n'est pas une solution. Il faudra maintenir, si vous voulez, un tapis de bombardement de manière permanente sur l'Iran pour empêcher cette initiative. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution militaire au problème nucléaire iranien. Ça ne doit passer que par les discussions et par le dialogue. Oui, mais on voit bien qu'il y a un blocage total de la part des Iraniens parce qu'ils disent on ne fait que du nucléaire civil. Évidemment, ils ne font pas que du nucléaire civil. Ils ne le reconnaissent pas. Oui. Ils le reconnaissent pas. Aujourd'hui, si vous voulez, les Iraniens raisonnent de la manière suivante. Ils vivent dans une région où il y a déjà 4 pouvoirs de leurs voisins qui sont armés nucléairement. Il y a le Pakistan où tous les jours des chiites, donc des co-religions des Iraniens qui sont assassinés, est armée. La Russie est armée. Oui, c'est la filière Khan qui a fourni bien sûr, l'uranium entre autres, il y a la Corée du Nord Mm. aussi. L'Israël est armé, si vous voulez. Et l'Iran, aujourd'hui, éprouve le besoin d'avoir sûrement cette arme en tant que force de dissuasion pour sacraliser son territoire. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs, un peu qu'Israël. On va marquer une pause, Ardavan Amir Aslani. On se retrouve dans un instant, juste après les infos. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et les infos sont apportées par Sophie Tussaud-Michel. Vous écoutez et regardez BFM, il est 12h45. Après l'accord conclu entre le PS et Europe Écologie Les Verts, Nicolas Sarkozy met en garde contre les dommages considérables à l'industrie française qu'entraînerait une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Le président s'est exprimé tout à l'heure lors d'un discours pour le 3e anniversaire du Fonds stratégique d'investissement. L'occasion de revenir sur les suppressions de postes chez PSA. Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'y aura pas de plan social. Il assure que les 2000 salariés du groupe les plus directement concernés par ce projet seront tous reclassés. Il recevra cet après-midi à l'Elysée Philippe Varin, le président du directoire de PSA Peugeot Citroën. Pas de reconnaissance pour l'heure de l'opposition syrienne. Juppé estime qu'elle doit d'abord s'organiser. Le ministre des Affaires étrangères entame aujourd'hui une tournée au
au Moyen-Orient. Il doit parler de la Syrie avec les autorités turques. En marge de ces entretiens, le leader des frères musulmans syriens qui est en exil à Istanbul affirme être prêt à accepter une intervention de la Turquie pour protéger la population de la répression du régime de Bachar al-Assad. Sous pression du Vatican, le groupe Benetton a préféré faire machine arrière. Il a décidé de retirer de sa nouvelle campagne de pub le photomontage montrant Benoît XVI en train d'embrasser un imam. Autre photomontage qui reste, des baisers entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ou encore entre Barack Obama et Hu Jintao. À la bourse de Paris, le CAC 40 continue de reculer. Il perd à présent 1,56%, 3016 points. Le 12-15, le club VIP, Edwige Chevrillon. Suite du 12-15 avec l'avocat iranien Ardavan Amir Aslani. Ardavan Amir Aslani, vous publiez La guerre des dieux géopolitique de la spiritualité. En fait, et ça rejoint, on parlait du nucléaire iranien. Donc, je rappelle, vous dites qu'il y a toutes les chances. Enfin, vous n'excluez pas, du moins, une frappe israélienne avant le 31 décembre, parce que l'espace irakien, pour l'instant, est contrôlé par les Américains. Donc, si les Irakiens empêcheraient Israël de frapper l'Iran, vous pensez? Sûrement, incontestablement. Oui. L'Irak, depuis, si vous voulez, la chute du régime de Saddam, est devenu le premier pays arabe de l'histoire à avoir un pouvoir chiite en place. Parce que la majorité de la démographie irakienne est chiite. Le rôle de la religion est là. Les Irakiens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont passé tous 20 ans en exil en Iran à l'époque de Saddam. Il y a des relations familiales, des relations universitaires, des relations personnelles intenses entre le pouvoir irakien et le pouvoir iranien. Le ministre des Affaires étrangères iranien est né en Irak. L'ancien ministre du pétrole irakien est un Iranien. Les imbrications sont telles que l'Irak, aujourd'hui, ne peut pas adopter une attitude hostile à l'Iran. C'est tout le paradoxe de la région. Voilà. Regardez et de l'intervention américaine. Bien sûr. Ouais. Regardez le cas syrien aujourd'hui, on en parle. D'ailleurs, le fait qu'on parle du chef des frères musulmans sunnites comme chef de l'opposition dans le journal traduit la réalité. La Syrie, c'est quoi? Toutes les révolutions arabes ne se ressemblent pas. La Tunisie, c'est une nation homogène avec une volonté de révolte contre la dictature totalitaire de Ben Ali. C'est vrai. Mais la Syrie, sûrement, il y a une volonté pour la démocratie. Sûrement, il y a un désir de se débarrasser du totalitarisme. Mais il n'y a pas que ça. La Syrie, c'est surtout un conflit religieux. Assad, c'est le dirigeant de la communauté alaouite qui sont des chiites. 12% de la population. Les chrétiens, 12% sont derrière Assad. Un peu de Druzes, un peu de Turkmènes. Ces gens-là qui représentent en tout et pour tout 25% de la population syrienne. Ça veut dire que c'est surtout l'armée, non, le pouvoir de Bachar al-Assad, plus que religieux. C'est vrai, mais sauf qu'il y a une population réelle qui est également pour. Cette population-là, ce sont les minorités religieuses qui ont peur du retour de l'islamisme personnifié par les frères musulmans au pouvoir en Syrie. N'oublions pas que les chiites syriens ont vécu pendant 1000 ans les pires exactions et les humiliations. Et que ce n'est que grâce d'ailleurs à l'intervention de la France à l'issue de la chute de l'Empire ottoman qu'ils ont obtenu un statut officiel. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir du père du président actuel, les Alaouites n'avaient même pas accès à la fonction publique, à l'armée, à rien. C'était des citoyens ostracisés, écartés. Ils ne lâcheront pas le pouvoir comme ça. J'attire votre attention sur la prise de parole de l'archevêque de Beyrouth, qui a dit « pourvu qu'Assad ne tombe pas, parce que s'il tombe, ça sera le massacre des chrétiens ». C'est ça les craintes aujourd'hui. Il y a un véritable conflit religieux en Syrie. Oui, mais en même temps, quelle solution alors à vos yeux, parce que Bachar al-Assad, il est en train quand même de massacrer une population civile. Sûrement. La solution ne viendra que dans le temps de manière évolutive. La Syrie... Dans le temps et pas dans l'OTAN. Dans le temps, absolument. Oui, avec le temps. Vous avez parfaitement raison, avec le temps. Assad n'est pas Kadhafi. Assad n'est pas Moubarak. Donc ce n'est pas un homme ni à fuir, ni un homme à se laisser abattre comme Kadhafi. C'est quelqu'un qui va se battre, surtout qu'il a cette population-là. Et surtout qu'il sait que si son régime devait tomber de manière brutale, cette population alaouite et chrétienne va être massacrée. Il ne lâchera pas le pouvoir. Donc il faudra accompagner ce pouvoir dans le temps, afin de permettre à ce pouvoir-là graduellement de se trouver une source de substitution qui devra forcément incorporer tant des représentants de la minorité chrétienne que des représentants de la minorité alaouite. Ce qui est intéressant, c'est dans votre livre donc, sur la guerre des dieux, vous montrez l'importance justement, notamment du poids musulman face à la vieille Europe. Lorsque vous observez ce qui se passe en Libye, c'est vrai que nous, on a été, nous occidentaux, on s'est dit, tiens, on a fait tomber le régime Kadhafi, mais tout ça, c'est pour se retrouver nez à nez avec un régime qui défend la charia. Donc, vous mettez le doigt exactement sur le problème. La France a pris parti
officiellement dans cette opération-là, en faveur de qui en fait? En faveur de la confrérie Senoussi, qui est une confrérie sunnite mystique, qui d'ailleurs avait mis au pouvoir l'ancien roi Idriss, contre la région de la Cyrénaïque. Résultat, on a un pouvoir qui arrive, libéré par la vision française, anglaise et américaine, et dont la première décision, c'est de proclamer la charia, c'est la loi organique du pays. La semaine dernière, la légalisation de la polygamie, la semaine prochaine, la séparation de la mixité au sein de l'école publique. C'est ça ce qu'on a obtenu. Et la Libye, si vous voulez, encore une fois, c'est la traduction de l'irruption du fait religieux comme facteur dominant, comme paramètre absolu des relations internationales de nos jours, et pas simplement dans la région, dans beaucoup d'autres pays. Oui, cette irruption du fait religieux, on le retrouve dans tout le printemps arabe, en fait. Dans tout le printemps arabe, de manière différente. En Tunisie, vous avez une révolution nationale qui est apparue, sauf que l'islamisme est venu derrière, avec la Nahda, qui a gagné les élections, après les événements. Regardez l'Égypte. L'Égypte, c'est une révolution, c'est vrai, nationale, jeune, laïque. Pour l'instant, ça n'a pas encore basculé. Hein, oui, quand sauf même, qu'on pourchasse, sauf que l'ambassade d'Israël est à feu à sang au Caire. On pourchasse les chrétiens coptes dans les rues, on les assassine par dizaines, et on donne les frères musulmans vainqueurs avec une majorité absolue lors des prochaines élections parlementaires. Le résultat est là. La Jordanie, c'est pareil. Vous parlez d'émergence géopolitique du monde arabe musulman. C'est vraiment je dirais que, en fait, est-ce qu'on peut les mettre tous ensemble? Parce que, comme vous dites, il y a quand même la principale division, c'est les sunnites et les chiites, oui, hein, quand même. Sauf que les chiites ne se situent que là où était présent l'Empire perse, puisque le chiisme n'est qu'une éruption, si vous voulez, n'est qu'une expression de la volonté nationale iranienne de se distinguer du monde arabe. Mais tous les pays arabes, d'une manière ou d'une autre, vont avoir un gouvernement de forme religieuse. Pourquoi? Ils ont tout essayé. Le socialisme, le baasisme, le capitalisme, le libéralisme, à gauche, à droite, pro-américain, ils ont tout essayé. La seule chose qu'ils n'ont pas essayé, c'est le régime islamique. Donc il y a une dette du peuple arabe vers un gouvernement islamique, et ils vont malheureusement être appelés à le payer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, avec ce discours bien pensant, de relativisation, si vous voulez, de la notion de la dimension islamique et du conflit de civilisation, moi je crois que réellement, il y a un conflit de civilisation qui s'y prépare, mais ce conflit, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas entre le monde occidental et l'Iran, c'est entre le monde occidental et le monde arabe sunnite. Parce que la chance, si vous voulez, de la religion chiite, c'est qu'il y a quand même un clergé, et ce qui peut entraîner un changement de l'évolution par le haut. Alors que dans le monde sunnite, la religion est coincée dans le temps et dans l'espace à travers les écoles coraniques qui sont figées. Donc l'islam chiite peut être effectivement une opportunité pour l'évolution de l'islam. Question qui me vient entre le privé et le personnel. Vous êtes chiite, Ardavan? Je suis quelqu'un qui est totalement séculier. Je ne pratique pas une religion révélée. Vous êtes séculier. Merci beaucoup en tous les cas. On voit bien, c'est passionnant. La guerre des dieux, la géopolitique donc expliquée selon cette vision. Et c'est donc publié aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup Ardavan Amar Hassani d'avoir été avec nous.